BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto, club thématique aujourd'hui consacré à la DeFi, la fameuse finance décentralisée. Si vous êtes nouveau dans cet écosystème, restez avec nous, on va tout vous expliquer pour que dans 24-25 minutes, vous sachiez tout sur la finance décentralisée, ses risques, mais aussi savoir comment possiblement générer des revenus grâce à cette technologie. J'ai le plaisir d'accueillir pour cela Jérémy Lebescon. Bonjour Jérémy. Bonjour Amaury. Chef de rubrique crypto Web3 à Capital.fr et 21 millions. Aujourd'hui, à nouveau dans cette émission, bienvenue Stanislas de Quénetin, Bonjour, président et cofondateur de Stockn. Est-ce que je le prononce correctement ? Stockn, Ouais. Voilà, Stockn. C'est comme un token du coup, c'est ça ? C'est un peu entre les stocks et les tokens. Voilà, mais je précise que pour ceux qui nous suivent à la radio, ça s'écrit S-T-O-K-N. Il n'y a pas le E de token, c'est exact ? Exactement. Voilà. Peut-être un petit rap, on va parler de finances décentralisées dans un instant, mais peut-être justement expliquer ce que fait Stockn, votre société donc. Stockn, finalement, c'est ce qu'on appelle un PSAN as a service, c'est-à-dire qu'on est réglementé auprès de l'AMF et on permet à des entreprises qui ne veulent pas forcément développer la technologie crypto, mais en proposer à leurs clients, bien de se connecter à notre API et de proposer des services crypto à leurs clients immédiatement. Et donc nous, on gère un peu tout le back-office. Donc c'est quoi ? En fait, vous êtes en marque blanche, vous proposez ces services pour que, à leur tour, ces entreprises-là le proposent à leurs clients. Oui, exactement. C'est exactement ça. Très bien. Et puis, vous avez écrit aussi un livre qui s'appelle « Finance décentralisée, comment générer un revenu supplémentaire » qui est sorti l'année dernière aux éditions Mareuil. Et ça tombe bien parce que la DeFi, on va en parler tout de suite. Je propose déjà qu'on reprenne un petit peu les bases. Voilà, c'est quoi la finance décentralisée ? Stanislas, je vous donne la parole pour commencer. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi la différence principale avec la finance traditionnelle ? C'est quoi ? C'est l'absence d'intermédiaire ? Ouais, clairement. Déjà, il y a ça. Si je peux essayer juste très rapidement de reprendre une comparaison avec les cryptos traditionnels. Bien sûr. Le Bitcoin, c'est quoi ? C'est une association au final. C'est des gens qui se retrouvent sur Internet, près derrière leurs ordinateurs, pour rendre un service, pour se rendre un service les uns aux autres. Là, en l'occurrence, transférer de la valeur. Il y a aujourd'hui 40, 50 000 cryptos. Et chacune de ces cryptos, c'est une association qui rend un service différent. La finance décentralisée, au final, ce sont toutes ces cryptos, toutes ces associations qui rendent des services financiers. Donc, il y a la différence avec la finance traditionnelle, c'est effectivement que c'est décentralisé, mais au final, toutes ces associations rendent des services qu'on retrouve dans la finance traditionnelle. D'accord. Bon, pour poser un petit peu les bases, effectivement, on parle des cryptos, et la reine des cryptos, c'est le Bitcoin. Jérémy, vous me disiez juste avant qu'on soit en direct que finalement la finance décentralisée, est-ce que ce serait pas déjà le Bitcoin ? Oui, au risque de paraître un peu vieux schnock, moi j'ai grandi avec Bitcoin et alors. Moi, j'ai grandi avec Bitcoin. J'adore cette phrase. Non, mais le mot DeFi, enfin ce terme-là, cet acronyme-là, qui veut dire Decentralized Finance ou finance décentralisée, a été un petit peu inventé par la sphère Ethereum. Je me demande même si c'est pas Vitalik qui l'a prononcé la première fois. Donc on est plutôt sur de l'ère 2015-2016. Pour autant, alors on croit que la finance décentralisée a été inventée forcément par Vitalik et ses compères. Pour moi, on parle déjà de Bitcoin. Bitcoin, c'est déjà de la finance décentralisée parce que comme Stanislas l'a dit, on est dans du transfert de valeur avec Bitcoin. On est sur une blockchain, on est totalement décentralisé, on peut pas faire plus décentralisé que Bitcoin. On peut même faire des opérations qui peuvent paraître certes rudimentaires, on n'est pas sur des choses avec de l'oracle, etc. Mais on peut faire de la gouvernance à plusieurs sur du contrat. Qu'est-ce que c'est un multisignature ? C'est un portefeuille géré à plusieurs. On peut relâcher des fonds à une certaine période avec des fonctions qui sont depuis longtemps instaurées dans Bitcoin. C'est-à-dire qu'on peut envoyer du Bitcoin à une date clé et tout ça, honnêtement, de façon très simple, même pour un béotien en informatique. Donc on est déjà dans quelque chose qui est décentralisé. On est déjà dans du transfert de valeur décentralisé et Bitcoin incarne déjà ça à la perfection. Alors après, il est vrai que aujourd'hui, lorsqu'on parle de DeFi, on est plutôt sur des choses plus complexes. Justement, on va y venir. Donc Jérémy, voilà, on a le Bitcoin depuis 2009 qui permet notamment, pas que, mais d'échanger de la valeur sans intermédiaire, donc déjà de manière décentralisée. Stanislas, au final, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui la finance décentralisée ? Parce que c'est vrai que l'a dit Jérémy, on parle souvent des smart contracts sur Ethereum. Ouais. Mais comment est-ce qu'on peut, toujours en partant vraiment du général au particulier, vraiment de la base pour essayer que les nouveaux arrivants nous comprennent, on peut déjà faire, entre guillemets, de la finance décentralisée sur Bitcoin, mais de quelle finance décentralisée on parle en général aujourd'hui, si on va au-delà de Bitcoin ?
Alors, on parle, effectivement, on fait référence aux smart contracts, ces fameux programmes informatiques qui sont construits, hébergés sur Ethereum. Alors, c'était la grande différence avec le Bitcoin initialement, c'est que sur le Bitcoin ne peut pas enregistrer, ne peut pas déployer de smart contracts. Or, tous les services rendus dans la finance décentralisée sont rendus à travers des smart contracts. Concrètement, si je peux essayer de reprendre mon analogie de l'association, vous avez la blockchain, c'est la base de données, si vous voulez, de cette association. Donc toutes les transactions entre les membres de cette association sont enregistrées. C'est vraiment le registre. C'est ça, voilà. C'est le registre. Et à partir de là, ce qui se passe dans Ethereum, c'est que avec le Bitcoin, on enregistrait uniquement des transactions dans cette blockchain, dans cette base de données. Avec Ethereum, on se met à enregistrer des programmes informatiques, donc qui sont quand même plus complexes, qui permettent de faire des opérations plus compliquées. Et ça s'est beaucoup déployé depuis 2015-2016. Et maintenant, on arrive à... on peut faire des produits dérivés, on peut faire du prêt-emprunt, tous les services financiers qu'on retrouve dans la finance traditionnelle. Bon, donc en gros, quand on passe de Bitcoin et ensuite à Ethereum, Jérémy, ça veut dire qu'effectivement, on a ces fameux programmes informatiques qui arrivent en plus. Qu'est-ce que ça permet de faire concrètement en plus sur Ethereum, par exemple? Bon, il n'y a pas que sur Ethereum, mais sur Ethereum, de plus que ce qu'on peut faire avec le Bitcoin. Se faire hacker. Mais, sérieusement... ça peut arriver, attention, on en parlera tout à l'heure, mais ça peut arriver. Mais oui, ça peut arriver. Non, mais plus sérieusement, mais Stanislas a commencé à le dire. En effet, on arrive sur des opérations qui sont un petit peu plus complexes. C'est-à-dire qu'on met des fonds, globalement, on séquestre, par exemple, qui peuvent être relâchés sur certaines conditions. C'est ça, un smart contract, c'est un programme informatique autonome, exécuté donc sur une blockchain. C'est un petit logiciel pour rendre vraiment la chose la plus simple possible. Donc, ces logiciels-là répondent, pratiquent des opérations qui sont exécutées selon certaines conditions. Donc cela peut être tout simplement une opération de prêt, c'est-à-dire du prêt contre hypothécaire en façon Web3, c'est-à-dire que par exemple si j'ai besoin de stablecoin, donc on va le rappeler, même si vos téléspectateurs et auditeurs le savent bien. Il y en a pas mal qui savent, mais beaucoup de nouveaux entrants aussi arrivent, ne le savent pas forcément, il ne faudrait pas les exclure. Ce sont des cryptos adossés à une monnaie fiduciaire, donc la plupart du temps, en tout cas à la valeur d'une monnaie fiduciaire, donc la plupart du temps au dollar, même si on en a également maintenant avec l'euro. Parfois, si on a besoin de ces stablecoins-là, mais qu'on n'a que de l'Ether, un smart contract nous permet maintenant, aujourd'hui, avec des plateformes qui sont même parfois assez primaires, mais qui sont de plus en plus évoluées, nous permettent de déposer de l'Ether, en collatéral, en hypothèque, et en échange de recevoir une certaine somme en USDT. Et ensuite, lorsqu'on veut récupérer cet Ether-là, il faudra donc rembourser ce prêt-là contracté avec la somme correspondante. Donc, Stanislas, dans les cas d'usage de la fameuse DeFi dont on est en train de parler de là, donc notamment la DeFi via des smart contracts, on peut faire en gros la même chose qu'en finance centralisée, mais de manière décentralisée avec la finance tout simplement décentralisée, c'est ça ? Oui, exactement. En fait, les cas d'usage qu'on propose en DeFi sont les mêmes qu'en finance décentralisée. Oui, tout à fait. Alors ça reste encore un peu rudimentaire et risqué, comme tu l'as dit. Alors dans quel sens ? C'est-à-dire, c'est quoi est-ce qu'on peut donner des exemples ? Donc, on peut faire des prêts, on peut faire des emprunts. J'ai vu même, on en parlera peut-être tout à l'heure, qu'il y a même des assurances. Ouais. Et ça, c'est assez dingue. On en parlera peut-être après. Déjà, on va commencer par prêt-emprunt, le basique, vu que c'est des opérations que les gens connaissent bien. Quelle est la différence entre un prêt-emprunt de finance centralisée avec un prêt-emprunt dans la finance décentralisée? C'est quoi la différence ? Comment ça marche ? Alors, c'est d'ailleurs la première application qui est apparue dans la DeFi. Effectivement, vous allez déposer, admettons que vous ayez 2 Ethers ou 2 Bitcoins, on va prendre 2 Ethers, vous les déposez dans le smart contract, donc vous les mettez en gage dans le fameux smart contract, et à partir de là, vous allez pouvoir emprunter. C'est comme du collatéral, c'est comme quand vous allez dans votre banque, vous faites un apport pour faire un emprunt. Sauf que là, l'apport, il est beaucoup plus important parce que on va pas aller vérifier votre crédit personnel, c'est le gage que vous apportez. Et à partir de là, vous pouvez emprunter d'autres cryptos pour aller... Mais comment ça marche ? C'est-à-dire que là, on donne 2, par exemple. On donne 2, qu'est-ce qu'on reçoit ? Vous en donnez 2, vous pouvez en emprunter 1. En gros, ils en gardent toujours plus que ce que vous empruntez pour se couvrir. Mais c'est un logiciel qui fait ça. C'est pas une banque. C'est Mais justement, ça peut paraître très contre-intuitif pour les gens qui connaissent comment ça marche. En fait, comment le logiciel peut se baquer entre guillemets ? Parce que justement, on a déposé plus en collatéral. C'est-à-dire que, alors que je ne sais pas, pour emprunter 100 en stablecoin, parce que j'ai besoin de stablecoin, en revanche, il va falloir que je dépose 200 en Ether. Donc on dépose toujours. En gros, on dépose 2 et on a 1. En gros, c'est
avez ça. dit, à peu près, hein, Ça dépend. pour vulgariser. Voilà. Ça dépend de la volatilité de ce qu'on dépose aussi. Si on ne rembourse pas, voilà. l'Ether, liquidé. du coup, est liquidé et revient au prêteur. Donc ça, c'est fait de manière automatiquement. On ne peut pas agir sur ce contrat-là, en l'occurrence, et sauf s'il devait y avoir une faille, mais c'est quand même relativement rare et en tout cas de plus en plus rare. Donc quoi qu'il en soit, c'est comme ça que le prêteur, lui, se garantit de récupérer ses fonds. Bon, et donc il y a des prêts, il y a des emprunts. Stanislas, c'est quoi les autres cas d'usage qu'on peut trouver dans la DeFi? Un autre cas d'usage très, très utilisé, c'est ce qu'on appelle un DEX, un Decentralized Exchange. Alors c'est comme les bourses d'échange centralisées, sauf que c'est décentralisé, là encore. Donc vous allez utiliser des pools de liquidités. Ce qu'il faut savoir, c'est que la finance décentralisée fonctionne énormément avec ces fameux pools de liquidités. Et en gros, vous allez utiliser ces pools de liquidités pour échanger des tokens, les uns avec les autres. Par exemple, si vous voulez, vous avez des Ethers, vous voulez obtenir un autre type de token, des stablecoins ou autres, eh bien vous allez utiliser ces échangeurs, comme Binance, enfin sans en citer, mais comme les autres bourses d'échange. Bon, on peut en citer, mais donc en gros, un exchange décentralisé, c'est un peu comme une banque crypto. Voilà, il y a des gens derrière, etc. Et vous leur confiez votre argent que vous ne possédez pas directement, encore une fois. Ouais. Et là, la différence avec un échange donc décentralisé, c'est-à-dire on a l'argent dedans, mais c'est quoi la différence technique? Et peut-être rappeler ce qu'est une pool de liquidité pour ceux qui... Là encore, c'est toujours la même chose, c'est qu'une pool de liquidité, c'est un smart contract, c'est toujours un logiciel dans lequel vous avez ce qu'on appelle des fournisseurs de liquidité, donc vous et moi, hein. Il suffit de se connecter à cette plateforme, vous déposez 2 cryptos généralement, par exemple un Ether et des USD Coins dans la même pool, ce qui va permettre à des traders, donc d'autres personnes, de venir utiliser ces tokens dans cette pool. Donc, Jérémy, en fait, ce qui se passe, c'est que pour un échange décentralisé, on peut, nous, en tant que particuliers, alimenter ces pools de liquidité en confiant, nous, des actifs qu'on a dans cette pool et derrière, servir les intérêts, je ne sais pas, de quelqu'un qui voudrait trader certaines cryptos et justement pour offrir une liquidité pour que l'échange puisse se faire. Tout à fait. Là, en l'occurrence, on joue le rôle de teneur de marché, de market maker. Faut savoir qu'il y a quand même des risques associés avec ces opérations-là. Bien sûr, on va en parler, mais là, déjà, ils sont plutôt sur un déséquilibre. Donc, je conseille, en tout cas, de bien se renseigner, de bien étudier notamment ces pools-là. Mais en tout cas, en effet, c'est le rôle que chacun peut faire. Du côté, en tout cas, de l'animateur de marché et du côté du client et l'usage des cryptos, en tout cas, il a l'opportunité de pouvoir échanger ses cryptos contre d'autres actifs de façon décentralisée, c'est-à-dire sans intermédiaire, sans tiers de confiance, sans passer par une plateforme centralisée. Et ce qui rend les choses beaucoup plus simples. Il y a quelque chose qu'on n'a quand même pas dit et qui est important quand même de mentionner, c'est que la blockchain, on l'a vu la semaine dernière où les gens ne pouvaient plus faire de virements à partir de jeudi soir jusqu'à mardi matin. Ce sont des plateformes qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant lorsqu'on est un particulier par exemple, qu'on a besoin de stablecoin pour une opération quelle qu'elle soit, on peut trouver généralement un emprunteur dès lors qu'on a des liquidités sous forme d'un cryptoactif relativement important, n'importe quand. Et c'est dans ces cas-là un service très intéressant. Effectivement, la grosse différence, voilà, et c'est un peu la même chose aussi avec la tokenisation des actifs réels qui est en train d'arriver, dont on parlera peut-être tout à l'heure si on a le temps. Effectivement, Stanislas, c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ah oui, complètement. C'est des programmes informatiques qui sont complètement décentralisés. Donc en gros, ces fameuses associations, je trouve ça assez utile, l'association, ça permet d'un peu de modéliser. Mais en gros, les membres de ces associations peuvent être n'importe où sur la planète. Et en fait, les personnes, bon, c'est une parenthèse, hein, mais les personnes qui administrent la blockchain, la base de données, ce sont des membres de l'association qui ont levé la main en disant bon bah moi ok je me dévoue et je vais ajouter les transactions dans la blockchain à intervalles réguliers, mais ils travaillent tout le temps. Il n'y a pas d'horaire de bureau. Bon, donc là en fait on peut faciliter certains services pour des personnes qui en ont besoin, mais ce qui peut être intéressant aussi pour vous qui nous écoutez, c'est potentiellement si vous avez de la liquidité, c'est que vos fonds ne dorment pas simplement, et c'est que vous puissiez créer du rendement avec cette liquidité. Donc, Stanislas, comment est-ce qu'on peut... Déjà, comment est-ce que sont créés les différents pourcentages de rendement suivant les protocoles? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut choisir un protocole pour maximiser son rendement, mais tout en limitant les risques? Alors, il y a plusieurs questions. Si je reprends ma description des pools de liquidité tout à l'heure, je vous ai parlé des personnes qui apportent la liquidité. Les personnes qui immobilisent, qui choisissent de mettre en gage 2 tokens dans la pool. Les fameux liquidity providers. Exactement, voilà. Qui reçoivent, quand ils immobilisent 2 tokens dans la pool de liquidité, ils reçoivent ce qu'on appelle un LP token, Liquidity Provider Token, qui est la preuve de leur dépôt.
Et eux, en fait, ils sont rémunérés pour leur dépôt. En fait, ils sont rémunérés pour avoir immobilisé leur argent et avoir permis à d'autres personnes de les utiliser pour faire des swaps. Donc les traders payent un fees à chaque fois qu'ils échangent, qu'ils utilisent cette liquidité, et une grosse partie de ce fees revient à ces liquidity providers, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, ou très peu. Jérémy, ouais, comment ça marche en fait, c'est les pourcentages de rendement là-dedans, et vous vouliez aussi parler des risques évidemment. Non, mais bien sûr, mais là, parce que en l'occurrence, Stanislas parlait des swaps, donc des conversions de crypto à crypto. Si on devait parler par exemple de l'emprunt, encore une fois, quelqu'un qui va prêter 100 USDT, donc 100 stablecoin adossés au dollar contre de l'Ether, il le fait pas non plus par pur altruisme. Donc en l'occurrence, il y a des taux d'intérêt aussi dans ce cadre-là, c'est-à-dire que selon une certaine période, l'emprunteur devra rembourser plus que ces 100 USDT empruntés. Et des taux d'intérêt qui peuvent parfois être très intéressants selon la vitesse à laquelle on a besoin de ces fonds-là, selon la vitesse à laquelle on pourra les rembourser. Selon des algorithmes qui vont définir, même selon pour les prêteurs en tout cas, des conditions que eux-mêmes ont inscrit. Ensuite, c'est encore une fois la compétitivité entre les prêteurs qui fera plutôt leur attractivité. Mais tout cela est généralement libre. C'est un marché très libre. Ouais. Donc en l'occurrence, si vous voulez pratiquer 20% de taux d'intérêt, vous pourrez le faire. Amaury, encore faudra-t-il que vous trouviez preneur, mais en tout cas, tout est possible. Mais typiquement, moi là, j'ai des fonds et je veux les faire interagir justement avec la DeFi pour générer des rendements. Comment est-ce que je choisis mon protocole ? Et vers quel protocole je peux aller ? Alors juste pour compléter, au final, ce qui génère le pourcentage. Le pourcentage de rendement, ça vient de la taille généralement des pools en fait. Essentiellement, c'est lié à la taille de ces pools en fait. Plus il y a de monde qui dépose, moins il y a de rendement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est un des risques. Le problème avec la DeFi, c'est que c'est finalement assez instable. Les fees, les rendements bougent beaucoup. C'est un des risques. Donc il faut en permanence suivre les pools de liquidité pour être sûr que nos rendements restent assez importants. Donc on va pas les oublier. Il y a rien n'est stable comme on pourrait retrouver. Et souvent, bien évidemment, d'une manière générale, plus le rendement potentiel est élevé, plus le risque derrière est élevé, Jérémy. Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'argent gratuit. Enfin, rien n'est aussi simple. L'argent magique, voilà. Quoi qu'il en soit, en effet, si vous, même en tant que prêteur, vous voyez qu'il y a la possibilité d'avoir des rendements qui sont très élevés, généralement, il y a un risque associé. Encore une fois, faut se renseigner même sur les swaps et les pools de liquidité. Il peut y avoir des déséquilibres, notamment par rapport à la valeur des cryptoactifs qui sont échangés. Enfin, il peut y avoir vraiment des risques qui sont associés et on peut perdre finalement des fonds plus qu'en gagner, même en fournissant la liquidité. Donc il faut toujours pratiquer cela, en tout cas en tant que particulier, avec énormément de vigilance. Aujourd'hui, on en arrive quand même à un marché qui se professionnalise, avec des acteurs qui sont très équipés, donc sur lesquels en tant que particulier on a du mal à concurrencer et qui peuvent même prendre le pouvoir et l'ascendant sur vous. Donc faut encore une fois faire preuve de vigilance, mais il y a toujours des risques. Ouais. Et justement, pour finir sur ces risques, Stanislas, comment est-ce qu'on évalue la solidité d'un protocole ? Oui, il y a une règle qui est assez simple, c'est, vous savez, tous ces protocoles, ils sont open source. Donc tout le monde peut accéder au code. Et donc généralement, on considère que plus un protocole est vieux, plus il a passé l'épreuve du feu, en gros, et plus il est solide. Parce qu'en gros, s'il avait dû être hacké, il aurait été hacké. Donc généralement, c'est un des critères principaux. D'accord, donc quelque part, plus il dure dans le temps, plus on se dit, a priori, s'il n'a pas été hacké, c'est qu'on l'a vu, qu'on a déjà essayé, mais qu'on n'a pas réussi. Quoi. Bien sûr, ça ne voudra pas dire qu'il ne sera pas hacké en revanche demain, mais en tout cas, c'est plutôt un signe de fiabilité. Quoi qu'il en soit, il y a aussi énormément de concurrence entre ces protocoles-là. Il y a des protocoles qui ont fait leurs preuves, je pense notamment à AV, mais qui aujourd'hui sont concurrencés par les Français de Morpho, qui hébergent de plus en plus de valeurs, notamment sur Morpho Blue, le nouveau protocole qu'ils ont amené. Ça fait même perdre des partenaires à AV, notamment Gauntlet, ce gestionnaire de risque qui travaillait avec AV et qui a décidé de se diriger vers nos Français de Morpho. Donc voilà, il y a une guerre entre ces protocoles-là. Il y a des nouveaux acteurs entrants, enfin il y a des acteurs entrants tous les jours ou toutes les semaines, et c'est pourquoi il faut aussi prendre soin avant de les choisir. Mais il y a des cas d'usage qui sont vraiment très intéressants. Il y en a aussi pour les entreprises. Enfin maintenant Morpho Blue s'intéresse davantage aux entreprises. Qui sont les personnes justement qui viennent faire de la DeFi, en fait, c'est quoi ? C'est surtout des particuliers, surtout des institutionnels. Non, enfin,
En tant que particulier, on peut le faire, mais c'est très minoritaire maintenant sur les marchés. Aujourd'hui, il y a des hedge funds qui sont spécialisés dans la DeFi, des gestionnaires d'actifs. J'oublie des acteurs, enfin des market makers qui évidemment tirent profit de ça. C'est un marché qui s'est énormément professionnalisé. Et il y a aussi maintenant aujourd'hui même des plateformes. Alors là, c'est très très minoritaire, mais je tiens quand même à le dire. Pour des entreprises des PME qui auraient des problèmes à trouver des fonds, de la liquidité, par exemple, il y a une société qui s'appelle Atlantis qui est basée en France et qui propose des protocoles de prêt décentralisés. Donc ça peut être une certaine alternative à la levée de fonds, par exemple. À la levée de fonds, à l'emprunt bancaire, etc. Tout ça de manière régulée, je tiens quand même à le dire, avec des procédures de KYC en l'occurrence là, donc de vérification d'identité. Mais en tout cas, tout ce qui concerne la liquidité là est décentralisé. Stanislas, on voit que ça se professionnalise de plus en plus. Est-ce que quelque part la finance centralisée, est pas en train de s'inspirer un petit peu de la DeFi, tout simplement, de cette nouvelle finance, cette finance décentralisée? Si, je pense très concrètement. D'ailleurs, il y a pas mal de tests actuellement qui sont réalisés. Alors, ce que je crois, en fait, d'après ce que je peux voir, c'est que ça fait 15 ans que la DeFi teste de manière complètement open source. Tout le monde travaille gratuitement dessus, enfin, entre guillemets gratuitement. Je pense que la finance centralisée est en train de s'en inspirer clairement, mais pour le déployer sur des blockchains fermées. Donc là où tout le monde ne pourra pas accéder, en gros des associations fermées, où on ne pourra pas devenir membre. Et il y a des noms, il y a Canton, Corda, c'est déjà assez connu. Et c'est organisé par les grosses banques déjà existantes, mais les projets avancent vite là-dessus. Et Jérémy, on peut penser que ce sera toujours fermé, a priori, ce que proposera la finance centralisée. Oui, mais on l'a vu avec BlackRock, on parlait ensemble sur le plateau semaine passée avec leur fonds Beedle qui, alors c'est Build ou Beedle, je ne sais plus, qui a été déployé en revanche là pour le coup sur une blockchain publique qui est Ethereum. Mais tout le monde ne peut pas y avoir accès pour l'instant. C'est que il faut se faire whitelister, comme on dit, par des professionnels qualifiés. Mais comme Stablecoin Forge, Société Générale Forge, pardon, la Fatigue, qui est le premier PSAN en tout cas qui a l'agrément en France, et donc qui est la plateforme Web3 on va dire de la Société Générale, à la filiale Web3 et qui a donc à développer son propre stablecoin, en tout cas adossé à l'euro, un stablecoin qui n'est pour le moment accessible qu'à des investisseurs qualifiés. Bon, donc pour l'instant, en tout cas, la finance traditionnelle ne concurrence pas encore vraiment la finance décentralisée, sachant que ils proposent des choses, mais c'est pas accessible à tous. Donc c'est pas la même. C'est pas la même chose, on peut dire ça? On peut dire ça. Il y a deux choses que je voudrais dire là-dessus rapidement. Il y a des ponts qui se font déjà entre la DeFi et la finance traditionnelle. On a des protocoles comme Maple ou comme Centrifuge qui investissent de l'argent collecté dans la finance décentralisée dans la finance traditionnelle. Donc il y a des ponts qui sont dans ce sens-là. Dans l'autre sens également. Il y a la CEO, donc la présidente de Franklin Templeton, qui est un énorme asset manager américain, qui a dit il y a un mois lors d'une conférence, je crois que c'était au World Economic Forum, elle a dit que les cryptos, donc je crois que ça englobe la DeFi, c'est un amuse-bouche comparé à la tokenisation des actifs, qui est pour eux le grand enjeu, à mon avis, vraiment le grand enjeu des investisseurs institutionnels. C'est ce que pense aussi effectivement Larry Fink, le patron de BlackRock. Jérémy, rapidement pour finir, on peut aussi contracter un prêt avec des NFT, ça existe ça? C'est très simple, il y a plein de plateformes qui le font, alors c'est aussi simple que d'emprunter des stablecoins, de déposer des bitcoins et de faire des prêts collatéraux avec du bitcoin ou de l'ether. Par exemple, moi j'ai interviewé Jay Money, qui est donc un créateur de mode maintenant et un investisseur américain qui était notamment invité à NFT Paris, et lui a contracté un prêt $1 million contre son fameux CryptoPunk. Vous savez, ces PFP, ces avatars qui sont des NFT, qui sont très onéreux, et donc il a mis son CryptoPunk en collatéral pour emprunter $1 million. Ce sont des opérations qui se font maintenant de façon très courante. C'est classique, ça devient de plus en plus classique, et on dit toujours qu'il ne faut pas vendre ces actifs qui sont les actifs les plus intéressants, et c'est une bonne manière de récupérer des liquidités et parfois même avec des effets de levier qui peuvent être intéressants. Bon, et bien article en tout cas à retrouver sur capital.fr. Merci beaucoup Jérémy Lebesson d'avoir été avec nous. Donc je le rappelle, chef de rubrique crypto Web3 à capital.fr et 21 millions. Merci aussi à Stanislas de Quentin donc d'avoir été avec nous. Merci Stanislas, président et cofondateur de Stoken. Et c'est ça, je le dis bien, ça y est, je progresse. Voilà. Et je le rappelle, votre livre, Finance décentralisée, comment générer un revenu supplémentaire, sorti en 2023.
aux éditions Mareuil. Et puis aussi un autre livre que vous avez écrit en 2019, Guide complet pour investir dans les cryptos et les ICO, les fameuses Initial Coin Offerings. C'est quoi rapidement? C'est quoi? C'est une levée de fonds. Voilà, c'est une levée de fonds via des tokens. Exactement. Voilà, donc 2 livres à retrouver si ces thèmes-là vous intéressent. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.